faciale, ce qu'on appelle le contrôle neuromatriciel. En fait, le système nerveux va construire l'ensemble du système. Si par exemple on prend l'embryon à son époque tridermique avec son ectoderme, son mésoderme et sa corde dorsale, avec en dessous l'entoderme, eh bien si on regarde ce feuillet ectodermique, vous savez très bien qu'il va s'épaissir en une plaque neurale. Cette plaque neurale va s'épaissir elle-même en une gouttière neurale, et cette gouttière neurale va progressivement, effectivement, se creuser un peu plus pour quasiment fermer le tube sur lui-même, et fermant ce tube sur lui-même, faire apparaître ce qu'on appellera les fameuses gouttières neurales, les fameuses gouttières crêtes neurales, avec ici la gouttière neurale qui est presque formée en un tube, et c'est vrai que ce tube va finir par s'impacter littéralement à l'intérieur, en laissant libres les futurs ganglions spinaux que seront les crêtes neurales. En fait, ces crêtes neurales seront connues et classiquement par la capacité de migration, et ces cellules des crêtes neurales vont migrer entièrement dans le massif facial à l'intérieur des arcs bronchiaux. Si par exemple on prend la plaque olfactive, la plaque optique, la plaque otique, et que l'on place par-dessus ici le bourgeon frontal avec les 3 vésicules cérébrales, vous connaissez bien, ici par exemple le bourgeon maxillaire, le bourgeon mandibulaire, et bien évidemment le 3e, le 4e, le 5e, le 6e arc, avec ici la masse péricardique, le cordon ombilical, avec l'ébauche du membre supérieur et du membre inférieur, eh bien on s'aperçoit que c'est en fait cette notion de migration des crêtes neurales. Les crêtes neurales sont des nuages cellulaires qui vont se développer tout au long du tube neural, comme ceci, se regrouper en des ganglions, et chacun des ganglions va envoyer dans les arcs bronchiaux correspondants des migrations cellulaires qui vont, en fait, la face, quel qu'en soit le tissu, est tout entière neuroectodermique. Ce sont ces cellules neuroectodermiques qui vont se différencier en mésenchymateuses et qui donneront soit la peau, soit du tissu conjonctif, soit du tissu graisseux, soit même du tissu musculaire, tissu osseux ou tendineux. En fait, ce qui est amusant dans ce tube neural, c'est cette notion fantastique qu'au départ, le tube neural est un tube ouvert aux 2 neuropores antérieurs et postérieurs, et que toute la partie du tube qui est en rapport avec la corde dorsale subira, elle aussi, une métamérisation. Ainsi, il existera des myélomères au niveau de la moelle épinière. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que ce tube neural, dans sa partie tout à fait antérieure, va se développer de façon considérable sous la forme de 3 vésicules qu'on appellera les vésicules cérébrales antérieures et postérieures, 3 vésicules antérieures, véhicule cérébral moyen, véhicule cérébral postérieur, pour ensuite évoluer très rapidement vers un système à 5 vésicules qui bien sûr va représenter ainsi le système tumoral avec le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale. En fait, on sait que ce tube neural va s'imaginer de plus en plus et qu'en fait, c'est ce développement télencéphalique, la pointe ici, qui va réaliser ce qu'on appellera l'antéhypophyse, qui viendra s'associer à une post-hypophyse ici, qui aura pour origine la paroi pharyngée au fond du stomodéum, et cette paroi pharyngée qui va s'imaginer sous la forme d'une poche de Rathke pour être à l'origine de la post-hypophyse. On voit bien donc que la post-hypophyse, ici, aura une origine différente de l'antéhypophyse, qui sera vraiment une expansion du tube neural. Ce qui est intéressant, c'est pas tant de développer cette notion-là que de développer la notion des arcs bronchiaux. Les arcs bronchiaux, en fait, se développent sur l'embryon de la manière suivante. On sait, bien sûr, aujourd'hui que la placode olfactive est importante, la placode optique aussi, mais aussi la placode otique pour conduire le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et la masse péricardique. Ce qui est intéressant pour vous de constater là, c'est l'idée même qu'un arc bronchial, en fait, les arcs bronchiaux s'ouvrent à l'intérieur par rapport au stomodéum. On devine ici la membrane pharyngienne qui va fermer le stomodéum qui va être ainsi représenté au niveau du tube digestif primitif. Ce qui est intéressant, c'est de constater que si par exemple on faisait une coupe transversale de ces arcs bronchiaux, donc ici vous avez ici le bourgeon maxillaire, et le bourgeon mandibulaire qui réalisent ensemble le premier arc, ici le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e arc totalement vestigial, eh bien si on regarde cette coupe, eh bien, et que l'on représente la coupe frontale des arcs bronchiaux, on s'aperçoit que les arcs bronchiaux, le premier et le 2e, vont se répartir de façon tout à fait intéressante. Par exemple, on peut schématiser ici le premier arc dédoublé qui va se creuser pour le 2e arc, se creuser pour le 3e arc. Ce premier arc dédoublé est très classique. Il est faux de dire que le premier arc, c'est le bourgeon mandibulaire.
Le premier arc, c'est le bourgeon maxillaire associé au bourgeon mandibulaire, avec ici le deuxième arc, ici le troisième arc. Vous savez déjà tous que chaque bourgeon mandibulaire, chaque bourgeon a une ébauche cartilagineuse à l'intérieur. Ici, ce sera le cartilage de Meckel, vous connaissez tous, la future mandibule, et ici le cartilage de Reichert, qui sera la future styloïde. En fait, ce qui est amusant, c'est de se rendre compte qu'il existe des muscles qui sont à la fois superficiels et profonds. Il existera des muscles sous-cutanés, et on verra que ces muscles sous-cutanés sont très d'origine deuxième arc. Il y a des muscles sous-muqueux qui viennent intervenir. Il existera des éléments glandulaires qui viendront se développer là, par exemple ici l'amygdale pharyngienne. Mais encore, mieux encore, des vaisseaux et des nerfs, par exemple une artère qu'on appellera l'artère faciale, vous connaissez tous, dans le deuxième arc une artère qu'on appellera l'artère stapédienne, et tout ceci associé à des nerfs. Le nerf, par exemple, ici sera le 5-2, vous le savez tous, ici ce sera le 5-3, et dans le deuxième arc ce sera le 7, la septième paire des nerfs crâniens. Et donc vous voyez ainsi se construire un système d'arcs bronchiaux très simple. Il faut bien imaginer qu'entre les arcs bronchiaux de chaque côté, à l'intérieur de ce qu'on appellera le champ mésobranchial, eh bien on verra ainsi se développer ici un tubercule impar qui sera latéralisé par deux tubercules latéraux. Ce sera l'ébauche de la langue avec ici le foramen secum, ébauche de la glande thyroïde, qui sera les fameux kystes cactus thyrogloss. Et vous vous rendez bien compte qu'en fait, même si le champ mésobronchial n'appartient pas au système des arcs bronchiaux, on peut considérer que la langue se développe avec l'ensemble du premier arc bronchial. Mais plus que d'arcs bronchiaux, développons maintenant l'idée même du stomodéum. L'idée même du stomodéum, c'est la construction de la bouche primitive. Le stomodéum, c'est cette partie qui va persister au niveau des arcs bronchiaux. Si par exemple on représente les bourgeons frontaux de part et d'autre des placodes olfactives, eh bien on peut représenter les bourgeons frontaux de la manière suivante, avec ce que l'on appellera les bourgeons naso-externes, les bourgeons naso-internes, qui viendront ici s'associer aux bourgeons maxillaires pour représenter la lèvre supérieure, alors que les deux hémibourgeons mandibulaires viendront, eux, former la mandibule. En fait, on s'aperçoit que le bourgeon maxillaire s'associe au bourgeon mandibulaire pour faire la commission buccale, que l'œil est relié par ce qu'on appelle les bourgeons naso-externes avec les bourgeons naso-internes au niveau de ce qu'on appellera le canal lacrymonasal qui sera persistant avec au milieu ici le stomodéum. Ce qui était intéressant, c'est cette fusion des bourgeons entre eux, ici cette fusion des bourgeons entre eux qui va réaliser une plus grande ouverture buccale. C'est cette fusion qu'on appelle la mésodermisation, c'est-à-dire la disparition de cet ectoblaste superficielle qui va faire fusionner les bourgeons entre eux. Cette fusion qu'on appelle aussi une nécrose morphogénétique dépendra du volume des bourgeons, dépendra surtout de l'apoptose, c'est-à-dire de cette mort cellulaire programmée, et bien évidemment aussi du liquide amniotique. Vous connaissez tous la maladie des membranes amniotiques. Tout ceci pour vous dire que vous allez aboutir à un stomodéon final qui est très simple avec les deux narines. Bien évidemment, vous allez retrouver cette notion de fusion au niveau des cicatrices résiduelles que sont les crêtes filtrales, avec ici en fait la persistance, ici de façon très simple et très schématique, d'un stomodéum, d'une bouche primitive, où vous allez parfaitement reconnaître la partie bourgeon nasal interne. Là, voilà, les bourgeons nasaux internes, ils sont là tous les deux. Les deux, ils sont ici et là. Ici, vous allez retrouver la partie du bourgeon nasal externe, ici la partie du bourgeon maxillaire, et ici la partie du bourgeon mandibulaire. Et vous voyez bien que sur un nez final, on peut considérer que la crête filtrale est une cicatrice résiduelle de la mésodermisation embryonnaire. Ce qui nous amène à parler des fentes faciales, pour vous dire que lorsque cette mésodermisation se fait mal, eh bien le nez peut rester ouvert, et lorsqu'un nez reste ouvert, eh bien la narine reste ouverte et la lèvre supérieure sera ainsi complètement séparée de la manière suivante. En fait, on peut considérer qu'il s'agit là d'une fente labiale, mais que cette fente labiale peut montrer une fente aussi à l'intérieur maxillaire. On va voir ça tout de suite. Ce sera une fente labio-maxillaire, et cette fente labio-maxillaire pourra correspondre éventuellement à une fente palatine, et ce sera une fente labio-maxillo-palatine. Pourquoi? Eh bien pour vous parler en fait de ce qu'on appelle non pas le stomodéum, mais la cavité buccale profonde, qui est une cavité buccale unique au sein de laquelle la langue occupe la quasi-totalité de l'espace. En fait, la langue vient frotter sa pointe sur la tache olfactive en haut, alors que latéralement se développent des bourgeons qui seront les lames palatines. On sait aujourd'hui que c'est très important dans la maturation neurologique, l'horizontalisation de la langue. C'est l'horizontalisation de la langue qui va permettre au septum
nasale de rejoindre les lames palatines qui sont développées parce que la langue se tasse. Et c'est en fait l'horizontalisation de la langue qui va permettre la fusion complète et la séparation des étages nasal et buccal au niveau de la création de ces fosses nasales, avec ici une langue complètement aplatie qui sera un véritable conformateur buccal, c'est très important, et de chaque côté des fosses nasales séparées par un septum nasal, avec ici des lames palatines. Ce sera ce qu'on appelle la formation du palais primaire et du palais secondaire. En fait, on s'aperçoit que le palais est plus complexe qu'il en a l'air. Il existe, en fait, on le voit très très bien, un palais primaire qui s'associera à un palais secondaire. Ce palais primaire, c'est ce qu'on appellera le bloc incisif. Le bloc incisif, ici représenté de façon très simple, il va s'associer aux deux blocs prémolo-molaires qui portent eux-mêmes les lames palatines. En fait, c'est cette fusion du palais primaire associé au palais secondaire qui fera le palais définitif. Et en fait, sur un palais définitif, on mettra bien en évidence cette notion de palais primaire associé à un palais secondaire de part et d'autre de l'os alvéolaire qui porte les germes dentaires. Tout ça pour vous dire que bien évidemment, dans une fente labio-maxillo-palatine, existera une fente palatine latéralisée, par exemple, lorsqu'on a une fente unilatérale, avec une ouverture de la partie palais primaire puis palais secondaire, qui fera que l'enfant aura une division palatine associée à sa division labiale. C'est ça qu'on appellera une fente phyllopalatine. Bien évidemment, si on continue sur cette notion simple de construction du stomodeum de la cavité buccale, on ne peut pas ne pas parler des dérivés osseux et articulaires, ostéo-articulaires du premier et du deuxième arc. Pour dire que bien évidemment, si par exemple on schématise ici de façon très simple la tête d'un reptile avec un palatin, un ptérygoïde, un carré et puis un tympanique, eh bien que l'on place en regard le cartilage de Meckel, qui sera en fait l'ébauche de l'os dentaire, on s'aperçoit que cet os dentaire vient en relief s'articuler avec le carré. En fait, c'est l'os dentaire qui possède un os angulaire, qui possède un os articulaire qui vient s'articuler avec le carré. Mais vous savez, ou vous ne savez pas que ces os sont articulés entre eux. Savez-vous qu'un serpent peut ouvrir la bouche à plus de 270 degrés pour ingurgiter, parce que chaque partie de la mandibule est souple et articulaire. Ce qui est amusant, c'est que cette notion d'ATM primitive des reptiles est bien sûr vérifiée par l'apparition d'un ATM secondaire des mammifères. L'ATM secondaire des mammifères, c'est la notion de la théorie de ce qu'on appelle la théorie de Reichert-Gaup. La théorie du reptile mammifère, c'est la théorie de Reichert-Gaup qui va bien avec le cartilage de Reichert. En fait, la théorie de Reichert-Gaup, c'est l'idée que cette mandibule primitive, cette ATM primitive, va migrer dans la caisse du tympan pour devenir la chaîne des osselets, essentiellement le marteau et l'enclume. Et que, en fait, le marteau et l'enclume seront des dérivés du premier arc, alors que le stapes, lui, ou étrier, sera un dérivé du deuxième arc. Donc il est amusant de constater que dans la thème définitive, c'est en fait la croissance formidable de l'os dentaire, ici représentée, qui vient se placer en regard de l'ancien carré, qui va isoler en arrière l'articulation dans la caisse du tympan, l'articulation entre marteau, enclume et bien sûr étrier. C'est la croissance de cet os dentaire qui vient prendre contact avec le crâne. Mais que deviendra ici le deuxième arc? Eh bien, le deuxième arc, lui, va exister latéralement, sous la forme d'un cartilage de Reichert qui viendra s'opposer au cartilage de Meckel. Ce cartilage de Reichert va persister chez l'animal sous la forme d'un tympanal avec un os styloïde, l'apophyse styloïde du tympanal, qui va venir se terminer ici sur ce qui nous apparaîtra important, nous, à savoir, c'est la petite corne de l'osioïde. En fait, on peut considérer que le résidu du deuxième arc, c'est apophyse styloïde, ligament stylo-hyoïdien, qui est un ligament résidu fibreux du cartilage, et petite corne osioïde. C'est cela qu'on appelle, lorsqu'il y a un excès de longueur de l'apophyse styloïde, un syndrome de Eagle, avec compression éventuellement neurovasculaire. Ce qui prouve bien que l'ATM n'est pas une articulation, l'ATM est une suture membraneuse, comme la suture nasofrontale, comme n'importe quelle suture du crâne. En fait, l'ATM n'est pas une articulation qui se développe à partir d'une seule cavité articulaire, comme le genou, mais c'est une articulation qui, comme une suture nasofrontale, possède deux cavités articulaires avec un tissu interposé qui donnera le futur ménisque. Ainsi, lorsque l'on veut réfléchir, eh bien, on s'aperçoit que le ménisque temporomandibulaire, ici représenté, eh bien, est un ménisque qui en fait dérive du carré. Le ménisque dérive du carré. Et le ligament méniscal postérieur, ici, va passer dans l'échancrure
pour se terminer sur le marteau. Et en fait, ce ligament qu'on appelle le ligament de Pinto, maléo-méniscal, qui passe par la suture pétrosquameuse, est en fait la traduction des troubles de l'oreille moyenne dans les dysfonctions articulaires. Très classique et très connu. Plus intéressant encore est le développement du pavillon de l'oreille externe. L'oreille externe se développe essentiellement à partir du premier et du deuxième arc. Lorsque, par exemple, on représente le premier arc mandibulaire, puis le deuxième arc, on s'aperçoit qu'entre ce premier et deuxième arc, de part et d'autre de la plaque otique, vont se développer 6 tubercules de chaque côté, qui vont être les tubercules à l'origine de l'oreille. Si, par exemple, on représente un pavillon de l'oreille, eh bien, un pavillon de l'oreille viendra se développer de la manière suivante. Voilà, avec des différents tubercules que l'on reconnaîtra, le tubercule numéro 1, le tubercule numéro 2, le tubercule numéro 3, le tubercule numéro 4, le tubercule numéro 5 et le tubercule numéro 6. En fait, si vous avez un syndrome du premier arc, et que par exemple vous n'avez pas de développement mandibulaire, bien vous pourrez avoir un syndrome automandibulaire, c'est-à-dire une atteinte à la fois du pavillon de l'oreille avec persistance de quelques résidus cartilagineux, qui en fait traduiront les restes du deuxième arc qui lui n'a pas été atteint. Plus importantes encore sont les dérivés musculaires. Les dérivés musculaires du premier arc. Les dérivés musculaires du premier arc sont essentiellement les muscles masticateurs. Savez-vous qu'au départ, c'est une seule masse musculaire. C'est une seule masse musculaire qui va se développer ici sous la mandibule, sous la forme d'un blastème mésenterique complet dans lequel vous pourrez reconnaître le temporal, le masséter, les ptérygoïdiens. En fait, on peut dire que les crêtes neurales donneront tout aussi bien du muscle que du tendon que bien sûr de l'os. En fait, c'est amusant. Sur le deuxième arc, c'est encore plus intéressant. Le deuxième arc ankyle, en dehors du stylo-hyoïdien et du ventre postérieur du gastrique, c'est d'abord et avant tout l'arc des muscles possiers. Le deuxième arc va tellement s'étendre à l'extérieur de façon à occuper toute la face externe avec les sinus cervicaux, vous le savez bien, que la peau du deuxième arc va tout recouvrir et va être à l'origine des muscles possiers. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est en fait autour du conduit du méa acoustique externe que des lames de migration de blastème vont réaliser par exemple des lames temporofrontales, des lames occipitales, mais aussi des lames cervicales pour bien sûr développer des lames maxillaires et des lames mandibulaires. Ce qui est amusant, c'est que quand vous regardez le développement de la tête d'un fœtus, eh bien vous voyez bien cette migration particulière sur ce petit fœtus, ici représenté de façon très simple, à partir de ce conduit auditif externe, à partir de ce blastème ici péri-auditif, bien vous aurez des développements de lames qui vont se rejoindre ici, lame occipitale, lame cervicale, lame mandibulaire, lame maxillaire avec le tour de l'œil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait considérer comme les muscles possiers de deux systèmes. Un sphincter coli superficiel qui c'est essentiellement platysma et dont certains disent qu'à lui seul il fait tout le SMAS. Et un sphincter coli profondus qui serait sphinctérien, c'est-à-dire tous les muscles orbiculaires des paupières, orbiculaires des lèvres et bien sûr muscles annexés. Tout ça pour vous dire que tout ceci est du deuxième arc, puisque tout ceci est innervé par les deux branches du nerf facial, et le nerf facial est le nerf du deuxième arc. En fait, comment conclure? Si, par exemple, on voulait raisonner sur non plus les dérivés musculaires, vous savez bien que si vous n'avez pas de muscle temporal, vous n'avez pas de coroné. Si vous n'avez pas de muscle ptérygoïlatéral, vous n'avez pas de ménisque ni d'ATM. Eh bien, bien évidemment, on pourrait essayer d'exprimer ici quelques syndromes classiques. Les syndromes classiques du premier et du deuxième arc sont les syndromes qui sont, par exemple, les syndromes du 5-2, le non-développement maxillaire. Amènera un syndrome de Franceschetti. Le syndrome de Franceschetti-Svalen est un syndrome qui est très connu, c'est-à-dire qu'en fait, il entraîne un défaut de construction de la pommette et du plancher orbital avec les yeux qui vont glisser en dehors. Si par exemple on fait une anomalie de développement du 5-3, on pourra parler de syndrome de Goldenhar, de tous ces syndromes dits